to pause and we can start. I'm here. Thank you, Sonia. Okay. Perfect. So, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La présentation d'aujourd'hui, donc, sur la définition d'une nouvelle stratégie dans le contexte émergent de la double transformation soutenable et verte du domaine du tourisme. On va passer en revue, donc, après une courte présentation de qui nous sommes, les principaux outils, enfin, déjà une revue du contexte actuel. Est-ce que je peux vous demander de couper votre microphone si jamais vous ne voulez pas intervenir? Et si vous voulez le faire, vous pouvez le faire à tout moment. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en direct. Donc, on va revoir rapidement les éléments de contexte, en fait, et les outils qui sont à votre disposition, à la disposition des startups avec lesquelles nous travaillons, pour revoir sa stratégie et puis définir donc des plans d'action pour adapter cette stratégie au nouveau contexte. Premièrement, donc, qui nous sommes? Booster Labs a été fondé en 2021, donc on aura bientôt 4 ans, avec un focus particulier sur les startups deep tech, donc des startups qui proposent des technologies sorties des laboratoires de recherche et avec la vocation de répondre aux enjeux immenses auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sur le plan autant économique, environnemental et social. Dépendance accrue des ressources venant d'autres pays, les impacts néfastes sur la planète, etc. Donc, on considère, nous, que les chercheurs ont la capacité d'offrir des solutions assez en fait, mais qui blanches, vu leur culture et entrepreneuriale notamment, ils ont besoin d'aide pour mettre sur le marché les solutions de rupture qu'ils proposent. Et la valeur ajoutée, c'est d'adopter une approche collaborative, en fait, d'apporter tout un écosystème et leur permettre de se développer, d'aller dans des pays et dans des régions où, en fait, il y a des opportunités permettant d'amener le plus rapidement possible sur le marché leurs solutions. La particularité des startups avec lesquelles on travaille, donc développeurs de technologies basées sur la science, et qu'ils fonctionnent souvent en mode technologie push. Donc, en fait, ils pensent que leurs solutions vont changer le monde et ils ignorent souvent les besoins du marché. Donc, on essaie de les sensibiliser, en fait, dès le début, à prendre en considération les besoins du marché, les intégrer dans leur stratégie de développement et donc, en fait, être plus efficace dans le développement de leur start-up. En termes de services, d'accompagnement, on a un réseau assez vaste à travers l'Europe et l'idée de base, c'est de permettre aux gens de se rencontrer, en fait, et de travailler ensemble. On a une approche basée sur l'innovation ouverte et en fonction de ça, on essaye de mettre en relation des gens et de leur permettre de trouver les bons contacts, les bonnes ressources pour le développement de leur projet. Alors, notre première session, stratégie gagnante pour le domaine du tourisme. Vous avez certainement vu les fameuses Transition Pathways qui ont été développées par la Commission européenne. Il y en a une en particulier qui est développée, qui est dédiée au domaine du tourisme. Et la Commission européenne, en fait, à partir de l'expérience avec le Covid, a essayé de renforcer l'environnement économique européen, plus particulièrement d'initier, notamment avec les fonds qui ont été mis à disposition des pays membres, en fait, des régions, d'initier la transformation double, numérique et verte, et puis favoriser ce qu'on appelle des écosystèmes résilients, adaptés à tout type de disruption de nature géopolitique, mais aussi sanitaire comme le Covid. Là, donc, en fait, dans cette transition de tous les secteurs économiques et dans ce qui nous concerne pour le domaine du tourisme
bâti sur les 3 piliers. Donc, l'approche numérique, il considère que le numérique offre tout un tas d'opportunités et d'outils pour aider les entreprises et notamment les PME à se développer, à adopter des pratiques plus vertes et des outils qui leur permettent aussi de devenir plus verts, donc réaliser des économies d'énergie, d'eau, de ressources en général, d'être plus efficaces et par conséquent, en fait, d'être agile et résilient face aux changements et aux disruptions qui peuvent se produire. En même temps, donc ces analyses et ces plans ont souligné aussi un certain nombre de besoins et on essaye de répondre en partie à ces besoins par le projet Futuriste dans lequel vous êtes impliqués. Vous êtes certainement les lauréats de cet appel à projet. Donc, premièrement, peut-être de sensibiliser les acteurs du domaine du tourisme aux outils numériques et aux solutions de transformation durable. On propose des séances de formation comme celle-ci, mais également en fait donc l'accès à des financements, les fameux tickets pour vos projets, et de manière plus générale en fait à une communauté d'acteurs européens du même domaine, du domaine du tourisme, mais aussi des domaines technologiques en fait qui peuvent vous apporter des solutions, des briques technologiques à intégrer dans vos activités quotidiennes pour justement devenir plus efficace. Quels sont les changements en fait dans le domaine du tourisme suite à la crise Covid plus récemment? Donc les voyageurs attendent de plus en plus, donc ils ont été sensibilisés aux impacts de nos activités sur la planète, sur le changement climatique, pollution. Et donc du coup, en fait, une des principales attentes aujourd'hui est centrée sur la soutenabilité. Et donc ça se matérialise par la recherche de solutions, d'options plus vertes. Autant en termes d'hôtels, des moyens de transport et puis d'expériences locales. Les outils numériques, bien évidemment, ont facilité l'accès à tous ces services et à ces expériences. Donc, l'idée, en tout cas, nécessité pour les acteurs de tous les domaines économiques et donc du domaine du tourisme est d'intégrer le plus possible ce type d'outils numériques pour faciliter l'expérience de l'utilisateur, répondre à ces questions en temps réel, lui permettre de personnaliser l'expérience, qui est un autre point d'intérêt important, et donc permettre de vivre des expériences authentiques, uniques, correspondant à leurs attentes, de la manière la plus flexible et plus personnalisée possible. Pareil, donc on a vu suite aux crises que l'agilité et puis la capacité de s'adapter en fait, à des disruptions qui peuvent arriver au niveau personnel ou au niveau contextuel d'un pays européen sont très importantes. Et donc ça impacte aussi la manière des entreprises du domaine du tourisme de gérer leurs services et la relation avec les clients. Donc du coup, qu'est-ce que ces nouvelles attentes impliquent? Bien évidemment, face à l'évolution rapide de ce contexte, les entreprises du domaine du tourisme et plus généralement les entreprises de tous les domaines économiques doivent être flexibles en fait et capables de personnaliser les services et les produits qu'elles offrent à leurs utilisateurs pour avoir des facteurs différentiels de différenciation par rapport à leurs concurrents. Notamment donc il faut adapter la proposition de valeur à ces besoins émergents. Répondre de manière flexible et puis trouver des éléments de différenciation par rapport à leurs principaux concurrents. La soutenabilité étant un des facteurs clés
il ne suffit pas de faire du greenwashing, comme on a pu le constater dans certains domaines économiques, mais il devient très important donc d'avoir la soutenabilité comme axe central et puis de obtenir le plus possible des certifications dans le domaine. Donc intégrer la soutenabilité dans sa stratégie globale et, du coup valider en fait cette intégration dans vos activités quotidiennes par des certifications adaptées. La transformation digitale est un pilier, un prérequis. L'expérience utilisateur étant largement facilitée par ce type d'outils, donc elles offrent un gain concurrentiel important. On a eu donc récemment des agents de type chatbot dotés maintenant de l'intelligence artificielle avec la capacité de rechercher des expériences personnalisées, d'aller en détail comprendre les préférences et le contexte de chaque utilisateur. Donc, il faut intégrer le plus possible ces outils dans vos activités quotidiennes, dans votre site web, dans les applications que vous développez, dans les outils de gestion de la relation client, en fait, pour lui permettre de personnaliser au maximum déjà l'expérience, l'accès aux services que vous offrez, mais en égale mesure, une fois sur place, donc tout le parcours de bout en bout. En même temps, donc, pareil, il faut rester à l'écoute, identifier des innovations qui peuvent être intégrées dans vos activités à tous les niveaux, autant sur le plan technologique, mais également en termes de business model. Se focaliser en fait sur les segments de marché qui peuvent vous apporter le plus de valeur et pour chacun de ce segment en fait personnaliser au maximum l'expérience. Donc offrir à vos clients une flexibilité, une personnalisation maximale. Parmi les outils j'ai repris ici, je ne sais pas si certains parmi vous ont connaissance de l'EIC Accelerator. Donc, c'est un des outils de la Commission européenne qui est dédié aux startups deep tech assez matures. Donc, ils offrent des financements financement en forme de subvention, mais aussi en equity, plus un accompagnement complet en termes de services. Et donc, en fait, j'ai essayé de reprendre une série d'éléments qu'ils ont utilisés dans le processus d'analyse des candidatures. Ce processus d'analyse est, disons, très exigeant. Le taux de succès à cet instrument est de l'ordre de 3% en moyenne. Ils ont développé il y a 2 ans une plateforme qui a intégré de l'intelligence artificielle pour permettre aux candidats en fait de décrire leurs activités. Et cette plateforme a été abandonnée. Certains l'ont jugé trop compliqué, mais néanmoins, donc, ils ont intégré dans ce processus qui est repris sous une autre forme toute une série d'éléments qui sont essentiels dans le processus d'analyse et de positionnement, non seulement technologique, et ça concerne notamment les startups avec lesquelles on travaille, mais surtout donc le déploiement sur le marché de ces solutions, produits ou services, et cela vous concerne en égale mesure. Donc, en fait, la compréhension du marché est essentielle en fait pour maximiser les chances de succès, notamment pour ces startups deep tech, mais de manière générale pour tous les acteurs économiques. Il y a plusieurs dimensions en fait dans ces analyses marché. L'idée, c'est de, en fait, encore une fois, connaître le potentiel global, le taux de croissance, mais aussi des éléments très spécifiques sur lesquels vous pouvez vous positionner pour vous différencier. Donc, segmenter le marché et puis bien connaître les profils des clients et puis savoir comment vous pouvez répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Le premier niveau global, disons, ils appellent le market scoping, se focalise en fait sur une analyse globale et
une segmentation du potentiel total de marché en plusieurs morceaux, en fait. Cet outil est utilisé notamment dans les levées de fonds de start-up, mais de plus en plus, les investisseurs ont commencé à essayer de comprendre vraiment quelle est la taille de marché et quels sont les arguments qui permettent aux start-up, aux entreprises qui souhaitent lever de fonds, d'affirmer qu'ils vont capter un certain marché. Donc, on a plusieurs niveaux. Le niveau global du marché, ce qu'on appelle le Total Available Market, et puis des sous-segments. Habituellement, quand on lance un nouveau service ou un produit, on sélectionne ce qu'on appelle une beachhead, une niche très étroite, et donc on essaye de répondre aux besoins particuliers des acteurs de cette niche, qui correspondent à un ensemble de caractéristiques particulières. Et à partir de cette niche, on essaye de capter ensuite par des stratégies spécifiques de plus en plus de segments de marché. Il y a plusieurs façons d'analyser le marché. Je vous ai donné ici un extrait, en fait, donc avec 3 modalités d'analyse et segmentation du marché. Donc, la première analyse de bas en haut, bottom-up. L'idée, c'est d'utiliser les éléments liés au pricing de services ou des produits et de réaliser une estimation à partir de cela du marché total pour une startup. Ensuite, l'approche inverse, top-down, elle est basée plutôt sur une analyse des segments de marché, du marché global. Et puis, à partir de cela, on essaye d'identifier le volume total possible de ventes dans le domaine et trouver aussi une logique, en fait, par laquelle votre entreprise va capter une partie et la quantifier plus précisément de ce marché. Une autre valeur une autre approche est basée sur la valeur qui est offerte. Donc, par exemple, estimer le marché capté en fonction des économies que vous permettez à faire à certaines catégories de clients et puis démultiplier ça par les statistiques relatives au segment des clients en question. Là, ensuite, donc un autre élément qui provient du dossier de candidature de l'EIC Accelerator, c'est l'analyse de la compétition. Ils ont à ce niveau défini les. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai l'impression que le réseau ne marche pas très bien. Oui, parfaitement. Oui, ça saute un peu parfois, mais ça va. Ok. Super. Donc, cette analyse prend en compte deux dimensions, la typologie des clients qui sont visés et puis la solution qui est proposée par l'entreprise. Et donc, on peut distinguer en fait au milieu les compétiteurs directs. Ce sont des compétiteurs qui ont exactement la même solution, le même service produit que vous et qui visent exactement la même catégorie, le même segment des clients. Par exemple, ça peut être des circuits sur mesure pour des familles ou pour des jeunes dans une région donnée. Ensuite, on a des concurrents indirects qui sont donc de nature eux-mêmes. Les concurrents qui ont les mêmes clients, mais des solutions ou des produits, services, offres différentes. Et enfin, donc, ceux qui ont une solution ou un produit-service similaire ou identique au vôtre, mais qui visent d'autres catégories de clients. Ce qui est intéressant dans la démarche qui avait été proposée par la plateforme de la Commission européenne, c'est donc de partir de ce niveau global d'analyse du marché et de la concurrence, en fait, et puis d'entrer en détail sur sur les facteurs qui peuvent différencier ce que vous faites par rapport à d'autres concurrents.
mais aussi les éléments qui peuvent vous différencier dans l'offre qui est proposée au client. Donc, les questions qu'il pose sont liées en fait, aux limites, aux points négatifs que vous pouvez constater par rapport à vos concurrents, et aussi aux points d'amélioration que vous apportez via vos solutions actuellement ou que vous pourriez apporter par le développement des nouveaux services ou l'intégration des nouveaux outils permettant de répondre à ces besoins ou enjeux clients. Il peut s'agir donc d'un manque de fonctionnalité, de l'expérience utilisateur, des prix. Donc, ça permet de trouver des facteurs de différenciation par rapport à ses concurrents. Donc, en fait, avec des outils de ce type, et on va vous partager la présentation, vous encourageant à aller vous-même à travers cet exercice, donc revoir ces éléments et puis les appliquer à votre domaine d'activité et à vos services offerts aux clients, pour ensuite se positionner, donc comprendre vraiment comment vous vous positionnez par rapport à vos concurrents, qui sont vos concurrents, quel est le potentiel marché, identifier des points d'amélioration et puis donc sur cette base définir et construire une offre plus pertinente et plus personnalisée pour vos potentiels clients. Un autre élément d'analyse est lié à l'intensité concurrentielle, qui, en termes génériques, en fait, dénote les forces dynamiques de compétition à l'intérieur d'un marché ou d'un segment de marché. Et là, vous allez voir également dans l'analyse SWOT, certains aspects se recouvrent. On a 4 dimensions, donc la menace des nouveaux entrants sur un marché. Donc là, il faudra voir quelles sont les barrières, les obstacles à l'entrée pour les nouveaux entrants sur la gamme de services, les marchés que vous proposez. Ça permet d'analyser des éléments comme des connaissances spécifiques à votre domaine, des relations que vous pouvez avoir avec certains acteurs, des coûts élevés, des investissements initiaux. Ensuite, la marge, le pouvoir de négociation que les clients ont, et quelle est l'influence du prix, par exemple, sur le choix final du client appartenant à un segment de marché particulier. Pareil au niveau de vos fournisseurs éventuels, on va voir tout à l'heure la notion de chaîne de valeur. Donc ceux dont vous dépendez pour livrer une partie de service, et ensuite les alternatives, en fait, produits ou services de substitution, donc la disponibilité et puis les conditions dans lesquelles vos clients peuvent avoir accès à des alternatives. Pour déployer ces services sur le marché, vous utilisez certainement cet outil. On a plusieurs typologies de modèles. L'accent est mis à chaque fois sur le client final, disons, qu'une entreprise doit intégrer dans sa stratégie de développement, de déploiement des services et des produits sur un marché. Donc, on a l'approche directe traditionnelle où une entreprise peut vendre ses produits et services aux clients, en l'occurrence aux voyageurs, via des canaux directs, son site internet, des plateformes, etc. Ce qui permet en fait l'avantage d'offrir un contrôle total, mais dans une abondance d'informations aujourd'hui, la difficulté de se différencier, ça aussi un certain nombre de limites, surtout que les démarches peuvent devenir très coûteuses pour accéder au profil de clients que vous visez. On a en parallèle des approches en direct, donc en passant par des intermédiaires B2B2C,
Là, l'objectif, c'est soit d'accéder au réseau, aux clients qui peuvent être offerts par des membres de votre réseau, ou carrément d'envisager des modèles plus complexes dans lesquels vous collaborez pour mettre en place une offre unique. Par exemple, des acteurs locaux de la gastronomie peuvent s'associer avec des entreprises de transport ou des agences et donc offrir une offre personnalisée avec des avantages aux clients qui donc permettront d'une part euh, d'être plus compétitive et d'autre part d'attendre une masse plus importante de clients potentiels. Une autre notion spécifique, encore une fois, aux startups technologiques, mais aussi très intéressante peut-être dans le cas du développement, du déploiement des nouveaux services pour le domaine du tourisme. Donc, on a plusieurs phases en fait dans le déploiement marché. On va ignorer le côté développement de la technologie ou du service produit en question. Quelle est la meilleure manière, la manière la plus efficace de déployer sur le marché ce service? Donc, on a une courbe progressive qui nécessite certains investissements. Donc, une adoption progressive, ce qu'on appelle les innovateurs, ensuite un passage à l'échelle avec les premiers adopteurs plus à l'échelle et finalement donc vers un déploiement plus massif. Ce qui est important à prendre en compte simultanément, et notamment pour les startups qui développent les technologies, sont les coûts associés donc, au développement et à l'expérimentation pour la mise sur le marché de leur solution. Cela nécessite plus particulièrement, dans leur cas, en fait, d'une part, d'avoir accès à des financements publics et d'autre part, avoir accès à des financements privés. Donc, lever des fonds à chaque étape du développement de leurs produits ou services. En termes d'outils pour le développement donc des stratégies. Vous m'entendez toujours? Je pense qu'il y a eu encore une interruption. Ça Très bien. Oui. Parfait. Oui, donc en termes de stratégie, en termes de stratégie business, j'ai donné quelques exemples de cadres généraux, de frameworks en fait, qui peuvent vous servir pour analyser votre contexte et puis définir la meilleure stratégie pour votre entreprise. L'approche donc, une des approches les plus connues, l'approche de l'océan bleu, qui consiste à réfléchir, à identifier en fait des opportunités complètement nouvelles, des marchés ou de segments de marché complètement nouveaux en fait, où la concurrence n'est pas si intense. Donc là, ça permet par le biais d'idées nouvelles, des services innovants, de se différencier très rapidement et donc de capter vos clients. Le deuxième, donc le Diamond de Hambrick et Fredrickson, c'est une analyse multidimensionnelle de la stratégie qui englobe d'une part donc les segments de marché, les domaines, les produits, catégories, mais aussi les canaux d'accès aux clients sur lesquels l'entreprise va se positionner. Ensuite, les moyens d'arriver sur ces marchés direct ou par l'intermédiaire de partenaires, comme on l'a vu tout à l'heure, donc B2C ou B2B2C ou d'autres stratégies. Les éléments de différenciation, encore une fois, qu'est-ce qui va différencier l'offre par rapport à la concurrence existante dans le domaine. Le temps nécessaire pour la mise sur le marché, le processus global pour le faire,
Et au centre de tout cela, en fait, la logique économique, du coup, comment en fait ces éléments de stratégie vont impacter l'acquisition des clients, donc, et en même temps permettre de lancer des services qui est rentables. D'autres outils du même type, Valustic, McKinsey ou l'analyse Vrio, l'idée à chaque fois est de se poser une série de questions stratégiques dans un processus structuré en fait et permettre de recueillir les informations et de prendre les bonnes décisions dans la définition de votre stratégie et du plan d'action associé pour l'implémenter. L'analyse SWOT, et à ce niveau, je suis réparti sur l'exemple qui était donc disponible sur la plateforme EIC Accelerator. Donc, on a deux niveaux d'analyse. Le niveau classique qui segmente donc cette analyse en 4 dimensions, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. À chaque fois, ces 4 dimensions peuvent être analysées selon une perspective interne, donc de l'entreprise, et couplée à une perspective externe, l'écosystème, le marché, la région dans laquelle cette entreprise est basée. Donc, les forces, bien évidemment, sont les avantages compétitifs de chaque structure, le savoir-faire, les ressources, en fait, l'expérience unique que vous pouvez offrir, le réseau, la réputation, une expertise ou la qualité de vos services. Les faiblesses sont liées donc à des facteurs qui peuvent freiner le développement, l'accès aux clients. Pareil, donc la capacité d'investir, par exemple, pour développer des projets de transformation numérique et verte, une visibilité réduite, une dépendance peut-être critique de certains acteurs de l'écosystème. En termes d'opportunités, là, on peut intégrer la dimension premièrement technologique, donc tous les outils qui vous permettent de devenir plus efficace dans vos activités quotidiennes, d'offrir des nouvelles expériences, de diminuer les prix, réduire vos coûts, personnaliser davantage, faciliter donc le processus de bout en bout de réservation de vos clients ou améliorer l'expérience sur place. Mais également des politiques comme celles qui ont été définies par la Commission européenne, mais aussi au niveau national et au niveau régional, qui peuvent peuvent favoriser ou être bénéfiques à certains secteurs ou à certains types d'activités. En termes de menaces, donc on peut avoir des cas atypiques, augmentation de la concurrence, notamment facilitée par également des outils, en fait. Ensuite, les éléments de contexte qui peuvent influencer le pouvoir d'achat, la capacité de se déplacer des gens. Ce premier niveau d'analyse donc donne un point de départ et puis il peut être approfondi en fait, donc plus en détail en regardant comment en fait comment vos forces vous permettent de mieux appréhender les opportunités existantes. Comment vous pouvez exploiter vos ressources, vos atouts, en fait, pour mieux vous différencier et puis profiter des opportunités qui se présentent sur un segment spécifique de marché, une catégorie de population dans une région donnée. La même question de la perspective de menace. Comment, en fait, vos facteurs différenciants uniques vous permettent de faire face à ces menaces, à
à être robuste face à l'émergence de nouvelles offres ou la réduction des prix, par exemple, par vos concurrents. Dans l'autre sens, dans quelle mesure les faiblesses que vous avez vous empêchent d'une part d'exploiter les opportunités existantes, mais aussi vous fragilise face à la concurrence et aux menaces en termes généraux qui peuvent apparaître au sein d'un écosystème. Donc, on vous invite, dans le cadre de votre projet, si vous avez le temps de reprendre ces éléments et puis faire vous-même l'analyse. Bien évidemment, on va être là pour vous aider dans le processus si vous avez besoin de noter. La notion de chaîne de valeur, j'ai illustré un exemple assez complet, spécifique au domaine du tourisme, en fait. Donc, c'est un modèle qui est assez ancien, développé en 1.85 et qui permet de développer, de détailler les activités d'une entreprise dans leur contexte plus large. Donc, voir comment elle crée de la valeur, quelles sont les dépendances d'une part, et autant en amont qu'en aval jusqu'au client final. Donc, là, ensuite, ce qu'il faut retenir peut-être de cette slide, c'est qu'il faut bien en fait analyser toutes les dépendances au niveau de la chaîne de valeur, savoir que vous n'êtes pas un acteur seul et que vous dépendez peut-être d'autres acteurs de l'écosystème auquel vous appartenez, et essayer de comprendre comment mieux exploiter les collaborations avec les acteurs de l'écosystème pour créer de nouvelles sources de valeur ajoutée et mieux servir les clients que vous visez. Un autre outil d'analyse d'analyse stratégique et de positionnement est le Business Model Canvas. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé dans le passé. Par Osterwalder et qui a pour but de concevoir, d'écrire, d'analyser le modèle. Là, on n'entend plus rien là, non? Oui, c'est CQP, oui. Qui est en cours de développement. Paul, on n'entend rien. Je vais essayer de changer le réseau. Alors, donc. Est-ce que ça marche mieux? J'ai changé le réseau. Ça Oui, ça a l'air. marché. Ok, bon, essayons et vous me dites si jamais il y a des problèmes avec l'internet. Le business model Canvas de Osterwalder, divisé en 9 zones principales. Premièrement, donc, je pense qu'il y a encore. Bon, on va. Vous m'entendez? Ouais, c'est pas terrible, mais ça va. J'ai essayé de changer encore une fois, mais. Vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Donc, du coup, en fait, les 9 zones à analyser, il faut se positionner dans le contexte du projet que vous, ou l'idée de service à développer ou de produit à mettre sur le marché. Donc, se poser une série de questions liées à ces 9
principaux domaines. Donc, premièrement, les partenaires clés. Quels sont les partenaires de votre écosystème, fournisseurs, mais aussi des partenaires en aval pour arriver au client final. Quelles sont les dépendances par rapport à ces partenaires? Comment vous allez collaborer avec eux et de quelle manière ils sont stratégiques pour le développement de cette nouvelle offre de services ou des nouveaux produits? L'objectif, c'est sorry, de... Il n'y a plus Yes, la présentation, je crois. question is missing. Yeah. Il n'y a plus la présentation have it? d'afficher, je crois. Oh, okay. Let me see. Can you see it now? Ouais, ça arrive. Can you see it now or? Non, là, ça fait... on voit le call. We see your screen, I think. C'est bon. Now, yes. Okay, let's see if it works. So, parfait. Donc, les activités clés, quelles sont les implications pour le développement de cette nouvelle offre de services ou des nouveaux produits en termes d'offres de valeur, donc les canaux pour atteindre le client et du coup la relation à développer avec les clients, comment atteindre ces clients et puis quelles sont les sources de revenus que cette approche va générer. En termes de ressources, pareil, quelles sont les principales ressources nécessaires pour la mise en place de... You only see the agenda, okay, the first slide. Okay. Is it working now? It's uploading, I think. It's we see a white screen. Okay. Now there's your screen, I think, but not the presentation. On voit ChatGPT, là. D'accord. Est-ce que ça marche? Oui, là, c'est bon. Enfin, ok. Bon, désolé pour cette interruption. Pas de problème. Alors, donc, on était au niveau de la proposition de valeur avec la question, les questions à se poser. Donc, quels sont les facteurs différenciants, la source de valeur à offrir au client? Comment on va aider le client à résoudre certains de ses problèmes essentiels, donc notamment en termes de personnalisation en fait de services ou réduction de coûts ou facilité d'accès. Comment on va créer une offre packagée de services, comment on va répondre mieux aux attentes d'un segment particulier des clients et quels sont de manière plus générale les besoins auxquels on va essayer de répondre. Ensuite, donc, la relation client, les segments de marché et les canaux d'accès à ces clients. Donc, premièrement,
quel type de relation est-ce qu'on a avec les clients, comment on veut développer, maintenir une relation avec les principales cibles, les principales catégories de clients, et comment en fait on intègre ça dans la stratégie de l'entreprise, la notion de personnalisation de la relation avec les clients. Cela peut être basé d'une part sur des outils, en fait, intégration de l'intelligence artificielle dans les canaux de vente, et puis par la personnalisation, l'accompagnement, par exemple, par vos conseillers lors du processus de réservation ou lors de l'expérience sur site. Les canaux. Donc la série de questions à se poser concerne donc la manière d'attendre les principales catégories des clients que vous visez, le processus le plus efficace en termes de coûts, en termes de retour sur l'investissement et en termes de ciblage. Donc comment vraiment trouver les catégories idéales des clients que vous voulez cibler. Alors, les deux parties finales du canvas, donc la structure de coût et la partie revenu, vont vous pousser donc à poser des questions sur les principales catégories de coûts liées au développement, à la mise en place de ce service. Donc, ressources nécessaires, activités à mettre en place, et d'autre part, donc à la valorisation de ces services ensuite, donc les revenus qu'ils vont générer, combien les clients vont payer, par quels moyens, comment vous différencier, notamment par rapport au prix des concurrents ou des expériences alternatives qu'ils peuvent avoir. Là, donc, on a repris un exemple de business model Canvas, celui de Booking, qui est, je ne sais pas, selon votre nature d'interaction avec eux, perçu positivement ou pas. Je ne sais pas si c'est un concurrent direct ou pas, mais en tout cas, on a, je pense, quelques éléments d'information utiles dans votre processus de réflexion et d'analyse. Donc là, il liste en fait pour chaque catégorie du business model Canvas les questions ou réponses qui sont posées. Qui sont leurs partenaires, comment ils fonctionnent en fait, activités et ressources, quelle est l'offre de valeur notamment en termes de choix, de prix, de réduction de risque pour les clients, etc. Et puis aussi la partie coût et revenus. Je pense que vous pouvez vous en inspirer. À chaque fois, on a mis donc aussi les références plus détaillées d'où proviennent ces informations. Une fois que la stratégie a été définie, donc il faut la mettre en œuvre, en pratique. Et ça, c'est la partie la plus importante. Donc le travail avec les startups montre très souvent qu'ils ont peur de partager leurs idées, de les confronter à la réalité marché, parce qu'ils ont peur de la concurrence. Ils ont peur que quelqu'un va voler leurs idées. Mais c'est pas ce qui est bien évidemment, il faut prendre les mesures de précaution, mais l'idée en soi ne vaut pas grand-chose. La partie la plus difficile, c'est de la mettre en application. Donc, il est estimé que autour de 99% tient de l'effort de validation et ensuite d'implémentation de cette idée. Donc, avant de pouvoir exploiter les résultats. Comme nous n'avons plus que 7 minutes, je vais essayer d'aller plus rapidement. Donc, il y a également plusieurs cadres pour l'analyse en fait de la définition d'un plan d'action. Celle-ci, il a été développé par UPS. Donc, il y a 6 étapes principales qui consistent à créer le plan, donc se focaliser, définir en fait les priorités vraiment importantes dans le cadre de ce plan de développement. Impliquer les bonnes personnes, impliquer autant de personnes au sein de votre organisation, mais aussi dans l'écosystème, dans
dans l'implémentation et la conception et l'implémentation de ce plan d'action. Définir des rôles et des responsabilités au sein de l'équipe, donc pour pouvoir suivre en fait ensuite le développement, l'implémentation et les résultats de ces plans, le communiquer globalement au sein de votre organisation et puis le poursuivre régulièrement, apprendre du retour que vous pouvez avoir avec vos clients ou les gens de l'écosystème de manière plus large. Un deuxième outil en fait de développement, d'implémentation, c'est le framework Plan et Execute. Il a une structure un peu similaire, donc une analyse des éléments de contexte, la définition d'une stratégie en fait, d'un plan d'action avec la définition des objectifs à atteindre et la partie exécution, donc implémentation, définition des tâches à réaliser et un contrôle constant de ces tâches. Souvent, ces idées ne marchent pas et la pratique permet justement d'avoir un retour terrain, de tester et puis finalement de trouver ce qui marche. Une réponse célèbre, c'est celle d'Edison qui a été à un moment donné interviewé par un journaliste et qui lui aurait dit à l'époque vous avez échoué 10 000 fois et lui, donc ça montre aussi l'attitude peut-être à avoir dans ces démarches qui sont pas toujours très faciles, c'est je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons dont ça ne marchait pas et j'ai fini à inventer d'un peu. Donc face à ces défis qui peuvent survenir au cours du développement d'une nouvelle offre de service, d'un nouveau produit, il faut rester agile, avoir une approche itérative, bien évidemment suivre les grandes lignes de la stratégie, du plan, de l'implémentation, des actions, mais en même temps apprendre à chaque étape et donc intégrer le feedback pour améliorer en fait ce plan chaque jour. Donc ne pas continuer si vous rencontrez des difficultés, mais aussi essayer d'intégrer des nouvelles idées pour les contourner. En conclusion, peut-être, donc on a vu que le domaine du tourisme et pas seulement fait face à des mutations assez profondes, donc, qui induisent des difficultés supplémentaires pour tous les acteurs économiques. Donc, les outils numériques et la transformation soutenable sont des prérequis dans ce contexte, mais qui peuvent aussi offrir des avantages concurrentiels, notamment pour répondre d'une part aux attentes des structures publiques et d'autre part aux attentes émergentes de vos clients. Donc, comprendre en fait ces besoins, ces attentes émergentes est essentiel et il faut trouver des manières de répondre à ces attentes de facilité d'usage, personnalisation, mais aussi réduction de l'impact environnemental. Pour définir, vous avez vu les différents outils à votre disposition. Je vous encourage à les utiliser. Donc, il est essentiel de mener une analyse assez détaillée de facteurs différenciants que vous pouvez avoir pour le développement d'un nouveau service, le positionnement dans un contexte plus général du marché, de la région géographique, des besoins des clients. Et puis, une fois ces idées formulées, une fois une stratégie et un plan d'action défini, il faut l'implémenter, continuer à prendre des erreurs et puis donc continuer progressivement. Donc en essence, disons que pour définir une stratégie business gagnante, il faut avoir une bonne base, donc des connaissances des enjeux actuels qui permet de définir une vision claire de ce que vous pouvez offrir, de ce qu'attendent vos clients et des prérequis d'une domaine, et qui doit être couplé donc avec une
mise en place efficace, agile, itérative pour apprendre et puis améliorer continuellement. Mais en même temps, exploiter donc le réseau, les ressources de l'intelligence collective, donc travailler avec tous les acteurs de l'écosystème pour pouvoir ensemble augmenter la valeur offerte aux clients que vous ciblez séparément et potentiellement ensemble. Voilà, donc j'ai essayé d'aller vite. Je vous remercie pour l'attention. Je ne sais pas si vous avez des questions.